Bonsoir à toutes et à tous. Mon sujet aujourd'hui est l'idée du progrès politique. Alors, je commence par poser la question, qu'est-ce que le progrès? Le progrès, c'est le cri du patient qui change constamment de position en pensant que chacun lui apportera un soulagement. C'est ce que dit le réactionnaire Nafta dans La montagne magique de Thomas Mann. Et il ajoute « Le désir de guerre, inavoué mais secrètement très général, est une autre manifestation de la même condition. » En relisant ces échanges entre Nafta et l'humaniste Settembrini, pendant que je préparais cette conférence, tout en lisant les nouvelles sur les bombes qui tombaient au Moyen-Orient, je me suis demandé pourquoi mes sympathies avaient toujours été du côté de Settembrini. Son cosmopolitisme, sa foi dans le progrès, son engagement indéfectible envers l'éducation et l'impératif des Lumières de combattre l'autoritarisme, son idéal de paix perpétuelle. Nafta n'offre-t-il pas une image bien plus réaliste des contraintes de la nature humaine? Une image qui part des gens tels qu'ils sont, qui acceptent que le progrès et la destruction sont les deux faces d'une même pièce. Il est étrange de parler du progrès politique à un moment où tout ce qui nous entoure semble aller dans la direction opposée. Sur plusieurs questions, de la justice individuelle au droit collectif, de la distribution des richesses et du pouvoir à la coopération internationale, les intérêts oligarchiques supplantent les aspirations démocratiques. Le thème de l'humanité partagée est remplacé par une rhétorique de l'identité et de l'exclusion. L'univers moral semble de plus en plus s'éloigner de la justice. Et pourtant, c'est peut-être précisément dans ces moments comme ceux-ci, lorsque nous sommes confrontés à la régression plutôt qu'au progrès, que la question de savoir ce que signifie exactement le progrès politique, pourquoi nous en avons besoin et comment voir si nous progressons dans l'histoire, bref, que cette question devient particulièrement pressante. Et alors, Nafta et Settembrini montrent ensemble les deux tentations. D'une part, d'abandonner l'idée de progrès, parce qu'elle est trop souvent utilisée pour légitimer l'oppression. D'autre part, l'embrasser sans esprit critique, parce que l'alternative ressemble au réalisme et à la capitulation face du status quo. Mais nous pouvons être plus nuancés que Nafta et Settembrini. Oui, le progrès est nécessaire, parce que sans une certaine notion de progrès, notre engagement dans l'histoire devient purement descriptif. Nous perdons le vocabulaire pour établir une distinction entre les systèmes qui favorisent la liberté humaine et ceux qui l'empêchent. Nous pouvons continuer à cataloguer les événements, énumérer les régimes, nommer différentes luttes de pouvoir, mais nous perdons la capacité de comprendre dans quelle mesure les différentes trajectoires historiques reflètent des processus d'apprentissage social. Mais attention, l'idée de progrès, elle peut aussi être dangereuse. Il est souvent arrivé que les revendications faites en son nom valident les paternalismes, justifient la domination coloniale et soutiennent des thèses de supériorité civilisationnelle. C'est un danger que toute approche philosophique critique de l'histoire doit prendre en compte dès le départ. Ma conférence aujourd'hui poursuit l'argument que nous avons développé dans ce cours sur la relation entre la morale, les institutions politiques, les Lumières et la critique au capitalisme. Dans le dernier cours, j'ai expliqué que l'écart entre l'idéal de liberté morale et la réalité de la privation de liberté qui révèle l'analyse du capitalisme constitue l'espace politique dans lequel nous pouvons inscrire notre effort pour récupérer les thèses des Lumières dans une perspective politique. L'histoire, si nous maintenons notre thèse,
est l'enchaînement des tentatives de l'humanité pour aligner, nous avons déjà souligné ça, la liberté interne et externe. C'est aussi la leçon tirée des obstacles que ces tentatives ont rencontrés et des structures sociales qui s'opposent systématiquement à cet effort. Mais cela soulève une question que j'ai laissée ouverte. Quelle est exactement la relation entre l'analyse interne et externe de la liberté et le processus historique par lequel le changement politique se produit? Aujourd'hui, je me limiterai à 3 éléments. Premièrement, défendre la thèse que le progrès politique est une espèce particulière de progrès moral. Deuxièmement, expliquer pourquoi nous avons besoin de l'idée de progrès. Et enfin, partager ma réflexion sur certains critères qui pourraient nous aider à donner un sens aux revendications de progrès politique dans des différents contextes. Et j'espère aussi également dans le contexte actuel. Alors, commençons par le premier point. Le progrès politique est une espèce particulière de progrès moral. Et dire cela, c'est insister sur le fait que la politique et la morale entretiennent une relation de continuité et non d'antagonisme. Que le processus par lequel les normes morales et politiques se développent ne les sépare pas entièrement l'une de l'autre. La dernière fois, j'ai évoqué le processus par lequel la réalisation de la liberté interne se reporte sur les conditions externes. Et bien sûr, il en existe une vision familière qu'on peut faire remonter à l'image de la nature humaine chez Machiavel. Il considère la politique comme nécessaire précisément parce que nous ne pouvons pas nous fier entièrement aux normes morales. On peut généralement dire ceci des hommes, affirme Machiavel, ils sont ingrats, volages, simulateurs et trompeurs. Ils fuient le danger et sont avides de gains. Et pourtant, dire que les représentants de notre espèce ne sont pas toujours fiables, ce n'est pour autant dire qu'il n'existe pas un type distinct de moralité qui s'applique au domaine politique. Les difficultés à se motiver pour agir d'une certaine manière peuvent être distinctes des raisons morales que nous sommes capables de reconnaître et d'ancrer dans les institutions. Même si les personnes n'agissent pas toujours de façon morale, même si la moralité politique est un type très particulier de moralité, les normes de la moralité et celles de la politique ne doivent pas être entièrement déconnectées l'une de l'autre. Et bien sûr, il existe une alternative très connue à cette position. C'est une thèse encore plus radicale sur la relation entre moralité et politique, qui, au lieu de relier les normes politiques à la moralité ou de défendre l'autonomie du politique par rapport à la moralité, eh bien, cette thèse nous dit que le politique pourrait en fait être la source du moral, et donc que les normes morales doivent être comprises comme une manifestation brute du pouvoir politique. J'appellerais cela la position méphistophélique, car c'est Méphistophélès qui, dans le Faust de Goethe, affirme que la raison ne s'appelle raison que pour que son pouvoir soit accru, afin d'être beaucoup plus bestiale que n'importe quelle bête. Mais je pense qu'il est révélateur que ce soit la perspective du diable. Et pourtant, même le diable a ses champions philosophiques. L'idée que la moralité n'est rien d'autre que la volonté des puissants, déguisée en raison pour assurer l'obéissance, est une proposition très familière dans l'histoire de la philosophie. On la connaît depuis Thrasymach, à Nietzsche et au-delà. Mais lorsqu'elle est considérée historiquement, c'est-à-dire par référence à la question du progrès, elle conduit à ce que Kant appelait le terrorisme moral. C'est-à-dire, c'est une vision qui accorde une telle prime au mal
qu'elle est incompatible avec une histoire évolutionniste assez basique sur la présence de traits de coopération entre les humains. Parce que si cette conception de la source de la moralité, si le terrorisme moral était possible, les humains auraient disparu il y a longtemps. Et peut-être bien que le jury de l'histoire délibère encore. Peut-être que notre espèce se dirige vers l'extinction, et peut-être que Méphistophélès aura le dernier mot. Néanmoins, la plupart des gens qui utilisent les catégories de bons et mauvais pour désigner les dirigeants, de justes et injustes pour désigner les types de régimes, ou bien ordonnés, bien ordonnés, mal ordonnés, pour distinguer entre différents types de sociétés, eh bien, ils ne font pas que décrire l'impitoyabilité avec laquelle les gens exercent leur pouvoir. Ils font des revendications de nature morale. Et lorsque Machiavel, même, dans les discours sur Tite-Live, exhorte ses lecteurs à réfléchir sur les vertus de la Rome républicaine, afin qu'ils puissent plus facilement en tirer utilité pour la crise du présent, il offre aussi implicitement une vision très différente de la façon dont la moralité et la politique se mêlent l'une à l'autre. Parce que c'est une position qui présuppose la possibilité d'apprendre des progrès réalisés dans le passé. Et en effet, comme l'explique Machiavel, il va à l'encontre des hypothèses de ses contemporains, qui, il nous dit, semblent prendre plaisir à simplement lire sur les vertus antiques sans penser à les imiter, qui jugent, et je cite Machiavel, jugent que l'imitation est non seulement difficile, mais impossible, comme si le ciel, le soleil, les éléments, les hommes avaient varié en mouvement, en ordre et en puissance par rapport à ce qu'il était dans l'Antiquité. Et son effort, l'effort de Machiavel, il nous dit, va dans le sens opposé. Il souhaite, je cite, détourner les hommes de cette erreur. Il est guidé par une lecture philosophique de l'histoire qui examine les succès et les échecs du passé afin qu'on puisse en tirer des leçons pour gérer le présent. Et le progrès, en ce sens, n'est pas une généralisation empirique sur le monde ici et maintenant. C'est un ensemble d'hypothèses qui structurent notre capacité d'apprendre du passé, renseignent nos jugements sur le présent et façonnent nos attentes sur l'avenir. Le progrès, donc, est une idée nécessaire de la raison. Et cela m'amène au deuxième point, le statut épistémique de cette idée. Il pourrait être utile d'expliquer ce statut en termes de propositions situées entre deux croyances extrêmes. La première est une croyance qui dit que le progrès n'est pas impossible. Et cela semble plausible, mais presque trivial. En effet, la position semble tirer sa force simplement de la faiblesse de l'alternative. L'alternative contraire, celle qui prétend que le progrès est impossible, est indéfendable, parce qu'elle s'engage dans une forme de théorisation prophétique sur l'avenir. Cette forme de théorisation prédit le cours des actions futures sans pouvoir encore en fournir des preuves. Alors la deuxième croyance extrême est que le progrès moral est nécessaire, et c'est exagéré aussi. En argumentant ainsi, on semble mal comprendre la nature de ce qui permet d'orienter les actions de manière compatible avec les fins morales. C'est une sorte de ce que Kant appelait l'histoire prophétique, une histoire qui ne serait justifiée que si le prophète était capable de déterminer que les événements qu'il prédit se produiront. Donc, comme le soutient Kant, si nous pouvions attribuer à l'être humain une volonté bonne, inhérente et inaltérable, bien que limitée,
il serait capable de prédire le progrès de l'espèce vers le meilleur parce que cela concernerait un événement qu'il pourrait lui-même produire, l'être humain. Le problème, cependant, est que les humains ne sont pas exclusivement moraux. Les motifs de leurs actions sont mixtes et il est difficile de savoir en avance quel effet en attendre dans ces circonstances. Donc, faire des thèses sur le progrès, c'est plutôt dire que le progrès n'est pas impossible, mais c'est aussi ne pas trop dire que le progrès est nécessaire. La version qui est peut-être la plus plausible est celle qui considère le progrès comme un type de résolution des problèmes sur les bonnes relations entre les humains. En se concentrant sur la façon dont la volonté morale s'exprime dans l'histoire humaine et en examinant les institutions sociales et politiques particulières qui vont favoriser ou au contraire entraver cette volonté. Alors, l'appréciation de Machiavel des vertus politiques de la République romaine classique ou l'éloge de Kant à la Révolution française comme signe de progrès ne sont intelligibles que lorsqu'on aborde l'histoire dans une perspective philosophique. Comme si nous regardions un système intégrant des motifs moraux, des actions pratiques, des institutions politiques et des événements contingents. Cette analyse de l'histoire est cruciale pour comprendre les mécanismes par lesquels les structures juridiques ou des constructions culturelles contribuent à un processus d'amélioration morale. Et cela m'amène au troisième point. Si la catégorie de progrès entraîne le processus d'amélioration historique de certaines normes morales, quelle est la spécificité du progrès politique? Ici, il pourrait être utile de revenir aux arguments sur le progrès moral et de voir où se trouvent les analogies entre la morale et la politique et les différences. Alors, une façon plausible de comprendre le progrès moral est de le voir comme un processus d'amélioration fonctionnelle de certaines normes externes. Et dans ce schéma, un ensemble de normes morales est considéré comme vecteur de progrès s'il contribue au processus d'amélioration fonctionnelle des codes de conduite qui aident à réaliser la liberté externe d'une manière solide au travers des variations culturelles et temporelles. Et il existe bien sûr de nombreuses objections à cette façon de considérer le progrès moral, ainsi que de différentes façons d'y répondre. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est plus la relation spécifique des normes morales au domaine politique. Et pour revenir à certains de mes points antérieurs, ce qui fait du politique un domaine distinct, bien que lié au domaine moral, c'est que même si nous supposons que les êtres humains ont réussi à développer des normes de comportement coopératif, la cohérence du respect des normes dépend non seulement de ce que l'on fait pour se conformer aux exigences morales, mais aussi de ce que font les autres personnes. Et cela donne lieu à deux problèmes supplémentaires distincts. Le premier, c'est le doute, même si soi-même on suit les principes moraux, on ne sait pas si les autres vont le faire aussi. Alors, j'appelle ça le problème de coordination. Et le second a trait au mécanisme de préservation dans le temps de tout ensemble de normes qui a été développé au cours de la durée de la vie des individus. Et on peut appeler ça le problème de continuité. Et comme on le sait, depuis Platon jusqu'à Machiavel et Hobbes, depuis Kant, Hegel et Rawls, des institutions politiques incarnant une certaine forme d'autorité collective sont nécessaires pour assurer une forme coordonnée et continue de coopération entre les êtres humains. Et donc, l'autorité collective, qui est interpersonnelle et intratemporelle, peut être efficace si elle fonctionne grâce à une combinaison de sanctions, de règles disciplinant les actions et de normes qui contiennent les principes régulant la vie sociale. En bref, en utilisant le pouvoir.
l'exercice du pouvoir politique est nécessaire pour surmonter les limites des normes et des dispositions morales. Même si on accepte que les normes et les dispositions morales sont essentielles pour reconnaître qu'on a besoin du pouvoir. Et vous voyez là la relation entre la morale et la politique. Mais générer et répliquer la règle politique par l'exercice du pouvoir, ce n'est pas la même chose que générer des normes morales par des efforts volontaires. Ainsi, si nous pensons au progrès moral comme un processus qui équivalent à l'amélioration fonctionnelle des dispositions altruistes, il y a aussi une amélioration fonctionnelle dans la façon dont le pouvoir est exercé. Comment comprendre cela plus spécifiquement? Alors, dans le dernier cours, j'ai soutenu que la théorie du droit, la dimension externe de la liberté, et que les principes moraux génèrent lorsque nous demandons ce qui doit être institutionnellement en place pour que la liberté de chacun coexiste avec la liberté également exercée par tous, donne lieu aux trois dimensions de droit, le droit public, le droit privé, le droit public, le droit cosmopolite. Et chacun de ces domaines est un espace dans lequel le principe de coexistence universelle de la liberté doit recevoir une forme juridique et donc être appliqué et être actualisé. Mais alors, la théorie du droit, comprise philosophiquement, est aussi une théorie du progrès politique comprise historiquement. Je m'explique. L'amélioration fonctionnelle des normes fondées sur le droit que je propose comme critère du progrès politique n'est rien d'autre que le processus historique par lequel les exigences institutionnelles de la théorie du droit se réalisent au fil du temps. Alors, le progrès est en ce sens pas une norme externe imposée à l'histoire de l'extérieur, c'est le mouvement des êtres humains vers la réalisation des conditions que la liberté externe exige. Et le principe du droit, comme j'ai expliqué dans le cours précédent, nous aide à réfléchir sur la façon dont le pouvoir façonne les institutions sociales et politiques. Il soulève des questions concernant qui l'exerce, comment, par quelles raisons et par quels moyens. Et que cela ait toujours été le cas ou que sa mise en avant soit due à un moment historique spécifique lié par exemple à l'abandon de la légitimité comprise comme découlant du droit divin des rois, cela n'a pas trop d'importance. Le point, c'est que si nous considérons le progrès moral comme un processus d'amélioration fonctionnelle des normes des personnes, des normes individuelles, nous pourrions considérer le progrès politique comme un processus d'amélioration des principes du droit. Et en coopérant pour résoudre les problèmes de la politique, les êtres humains proposent différentes idées et schémas pour aborder les conflits politiques. Ces conflits peuvent être de nature distributive, liés à la production et à l'allocation des ressources matérielles, ou de nature récognitive, ayant trait aux relations entre les agents dans les différents rôles sociaux. Et la nature de ces problèmes sera différente à différents moments. À mesure que les acteurs développent différentes interprétations de ce qu'est le pouvoir, qui peut l'exercer, avec quelles raisons et par quels moyens, les principes de droit sont progressivement affinés. Mais qu'est-ce qu'un affinement progressif dans le système des droits implique exactement? On peut répondre à cette question en considérant l'amélioration fonctionnelle de ce système comme un processus de découverte de cadres appropriés pour justifier le pouvoir des institutions politiques. Et on n'a pas besoin de considérer ce processus comme amené par des raisons ou par l'endossement pacifique d'alternatives de principe. On n'a pas non plus besoin de le considérer comme un processus linéaire qui se produit sans rechute vers des formes régressives de règles politiques. Selon moi,
le progrès politique peut être conçu comme une transformation dans la relation normative entre le pouvoir et sa justification. Alors que la règle politique émerge d'abord de la capacité de contraindre, sa légitimité continue dépend de l'articulation du pouvoir en termes de revendication de droits. Au fil du temps, les agents affinent leur compréhension du droit et celle-ci devient les normes selon lesquelles l'autorité est évaluée. À mesure que ces compréhensions évoluent, les justifications de l'usage de pouvoir peuvent devenir plus expansives, plus raisonnées publiquement et moins dépendantes de la contrainte seule. Le progrès, en ce sens, consiste non seulement en un changement institutionnel, mais en un approfondissement du système de droit comme cadre central de justification qui distingue l'exercice légitime du pouvoir de la simple règle coercitive. Pourtant, si le progrès politique est la réalisation historique de ce qu'exige le système de droit, c'est-à-dire, revenons au vocabulaire de la semaine dernière, la production des conditions institutionnelles de la liberté externe, une question se pose: par quel mécanisme ce processus se déroule-t-il? Qui sont les agents de ce mouvement historique et qu'est-ce qui le motive? La théorie de la liberté externe nous dit à quoi les institutions devraient ressembler pour réaliser la liberté, l'égalité et l'indépendance. Mais elle n'explique pas à elle seule pourquoi la réalité s'écarte si constamment de cet idéal, ou comment l'écart entre l'idéal et la réalité ne se réduit jamais. Alors, pour comprendre le progrès historiquement, on doit comprendre des dynamiques sociales et économiques qui façonnent les trajectoires historiques. Et pour comprendre cette relation entre pouvoir et droit, on a besoin du concept de classe. Et là, les classes ne sont pas simplement des agrégats statistiques d'individus qui partagent des positions économiques similaires. Ce sont des rôles sociaux collectifs, des positions au sein de la structure des relations sociales qui déterminent la relation d'une personne aux conditions dans lesquelles la liberté externe peut être exercée et développée. Et ce concept est directement lié à la distinction entre usage public et privé de la raison, tel que nous l'avons vu dans les cours précédents. Alors rappelons que Kant distingue entre l'usage privé et l'usage public de la raison. L'usage privé, c'est la raison exercée dans un rôle social particulier où les obligations du rôle contraignent ce que l'on peut légitimement faire ou dire. Et l'usage public de la raison, c'est là où on s'adresse à un public universel en tant que savant citoyen, libre de soumettre même les institutions que l'on sert à l'examen rationnel. Et Kant nous donne l'exemple du soldat qui doit suivre les ordres dans sa capacité officielle, mais peut publier des arguments selon lesquels la guerre est injuste, par exemple. Ou il nous donne l'exemple du prêtre qui doit prêcher ses articles de foi, mais peut écrire des traités plaidant pour leur réforme. Alors, ce que le cadre de Kant suppose, cependant, c'est que ces rôles sont ceux que les individus endossent et quittent de façon volontaire, que les contraintes imposées par le rôle sont équilibrées par la liberté d'en sortir et de s'engager dans le raisonnement public. Mais considérons le travailleur qui vend sa force de travail sur le marché. Il occupe une position structurelle dans l'organisation de la production qui n'est pas analogue à l'uniforme du soldat ou à celui du prêtre. C'est un rôle social collectif qu'on ne peut pas simplement mettre de côté quand on quitte l'usine ou le bureau. Alors, le rôle structure la relation entre conditions externes de la liberté. Et je reviendrai à cette thèse la semaine prochaine. Ce que je voulais souligner ici aujourd'hui, c'est que l'usage privé de la raison, dans ce cas,
la raison exercée dans le rôle que l'organisation de la production lui assigne, n'est pas équilibrée par un usage public facilement accessible, car la position structurelle occupée réduit des conditions matérielles et sociales qui rendraient possible un raisonnement public véritable. Alors, les classes, comprises de cette façon, sont des rôles sociaux collectifs dans un sens plus profond que la distinction entre raison publique et raison privée que Kant décrivait. L'organisation de la production, comprise à la fois du point de vue d'une certaine distribution économique et des cadres juridiques qui la permettent, ne détermine pas seulement qui contrôle les ressources matérielles, elle structure les relations sociales à travers lesquelles différents groupes se rapportent aux conditions externes de la liberté. Alors la capacité d'autodétermination morale, les maximes des Lumières, la capacité de penser par soi-même, d'exiger la reconnaissance comme un fin plutôt que comme un moyen, ou de participer en tant qu'acteur plutôt que simplement sujet d'un ordre normatif partagé, se constituent dans et à travers les relations sociales, et ce sont ces relations sociales que la structure de classe façonne aussi. Donc, la façon dont le concept de classe fonctionne dans cette vision n'est donc pas directement celle du matérialisme historique classique, parce que la classe n'est pas simplement une description empirique de l'endroit où les gens se situent dans l'organisation de la production, dérivée d'une lecture matérialiste de la façon dont un mode de production succède à un autre, c'est une catégorie normative, c'est une catégorie philosophique, sociale et philosophique. Et c'est une catégorie qui, comme l'a soutenu Max Adler dans son effort de donner au marxisme une fondation kantienne, nomme une relation structurelle aux conditions de la volonté morale socialisée. Et parce que différentes classes occupent systématiquement des positions différentes au sein de structures, les conflits entre elles ne sont pas accessoires au progrès politique, mais constitutifs de celui-ci. Alors, le progrès politique se produit, quand il se produit, à travers des conflits entre groupes sociaux ayant des relations différentes au pouvoir, et ce sont des luttes qui articulent, contestent et affinent progressivement les principes de droit sur lesquels le pouvoir est justifié. C'est pourquoi le conflit de classe n'est pas simplement une lutte pour les ressources matérielles. C'est une lutte sur les termes dans lesquels les êtres humains peuvent réaliser leur capacité morale. Et c'est pourquoi c'est le mécanisme historique principal par lequel le vocabulaire de la liberté est progressivement articulé, contesté et affiné. Donc, le concept de classe, en ce sens, a une lignée plus longue que Marx et le marxisme. La distinction de Machiavel entre le désir de dominer et le désir de ne pas être dominé, les grandi et le peuple des discours, est une des formulations les plus anciennes, les plus précises de la classe sociale comprise de façon philosophique, normative. Elle fait déjà quelque chose qui va au-delà de la vision matérialiste, parce que ce qui définit chaque groupe n'est pas sa position par rapport à la richesse, mais sa relation au pouvoir. C'est pourquoi la classe, correctement comprise, est une catégorie à la fois matérielle et normative. Et c'est pourquoi elle est indispensable pour donner un sens au progrès politique en tant qu'idée historique plutôt que simplement philosophique. Et le progrès en ce sens n'est pas la marche de la raison à travers l'histoire, c'est le résultat contesté et souvent réversible des luttes entre classes sociales ayant des relations différentes aux conditions de l'exercice de la volonté morale que la théorie du droit est censée garantir institutionnellement. Alors, jusqu'à présent, j'ai essayé d'expliquer comment le progrès politique peut être analysé en examinant comment les êtres humains s'adaptent et apprennent à améliorer les principes des droits dans la justification de l'usage du pouvoir.
tout comme les changements entre paradigmes scientifiques peuvent être compris à travers l'accumulation d'anomalies et la reconfiguration éventuelle des cadres théoriques qui aident à résoudre des problèmes scientifiques, les changements dans les ordres politiques peuvent être retracés à travers des crises de légitimation qui exposent les limites des normes juridiques dominantes. Ces crises surviennent lorsque les structures de pouvoir existantes ne peuvent plus gérer les conflits distributifs ou recognitifs engendrés par l'évolution juridique des relations entre classes. Alors là, différents types de régimes, tels que l'aristocratie, l'oligarchie, la monarchie, la théocratie, la démocratie, peuvent être compris comme des réponses au fil de l'histoire aux problèmes liés à l'usage et à la justification du pouvoir. Chacun incarne une façon particulière de structurer l'autorité politique et d'articuler les revendications du droit. De la même façon, les différents modes de production, qu'ils soient basés sur l'esclavage, féodaux ou capitalistes, fournissent des cadres différents pour organiser les conflits distributifs, l'allocation des ressources matérielles et la relation mutuelle des différentes classes. Ils façonnent les exigences normatives que le pouvoir politique doit aborder, et alors le progrès politique, en ce sens, reflète un processus fallible d'apprentissage collectif dans lequel des sociétés expérimentent de nouvelles stratégies de principe à mesure que les anciennes s'avèrent inadéquates. Et c'est là aussi que la catégorie de classe devient indispensable. Les crises de légitimation que j'ai décrites ne surviennent pas dans le vide et elles ne sont pas non plus entraînées par une logique impersonnelle d'amélioration normative seule. Elles sont causées par des conflits structurels entre groupes sociaux ayant des positions différentes dans l'organisation de la production et des groupes dont les intérêts dans la justification du pouvoir sont différents, souvent systématiquement opposés, et dont les luttes sont le mécanisme historique par lequel un cadre de relation au pouvoir est remplacé par un autre cadre. À titre d'exemple, le remplacement de la légitimité féodale par le droit bourgeois, l'émergence des revendications démocratiques contre l'autorité aristocratique, ou encore la crise actuelle de la démocratie libérale face aux tensions entre le capital transnational et les institutions politiques délimitées nationalement. Ce sont des exemples de relations différentes aux justifications de pouvoir qui mènent au conflit entre classes. Et on ne peut pas comprendre ces situations en tant que processus d'amélioration fonctionnelle que si on ne comprend les dynamiques de classe qui les provoquent. Sans cette catégorisation par classe, l'histoire du progrès politique risque de devenir une histoire d'idées, dans laquelle les cadres philosophiques se succèdent par la logique de leur propre développement. Au contraire, en considérant les catégories de classe, l'histoire devient une histoire de conflit sur la distribution du pouvoir et les termes de sa justification. Une histoire dans laquelle le progrès, quand il se produit, est le résultat d'une lutte organisée plutôt que le seul déroulement inévitable de raisons morales. Alors, pour rendre cette vision du progrès politique plus précise, il faut être plus spécifique sur ce qui compte comme amélioration des principes de droit. Et ici, dans cette vision, la philosophie politique joue un rôle très important. Elle est à la fois empiriquement informée et normativement reconstructive. Elle apporte une réponse aux demandes publiques de changement et elle contribue en clarifiant la rationalité de ce changement et en articulant les principes qui devraient la guider. Les périodes de crise ou de contestation mettent en lumière la question de savoir comment les cadres de justification existants pourraient être rejetés, révisés ou remplacés par des cadres plus adéquats. Une théorie peut être considérée comme progressiste lorsqu'elle contribue à affiner la fonction du droit.
en préservant la réalisation normative des interprétations rivales, tout en évitant leur déficience. À l'inverse, une théorie est régressive lorsqu'elle ne peut pas le faire. Et là, permettez-moi d'expliquer tout cela un peu plus en me concentrant sur la relation entre la philosophie et le monde, la philosophie politique et le monde réel. Alors là, d'un point de vue diagnostique, la philosophie politique est sensible aux conflits politiques. Elle examine les préoccupations que ces conflits expriment, les classes impliquées et les fondements normatifs sur la base desquels ils contestent l'usage du pouvoir. Et en accomplissant cette tâche diagnostique, la théorie politique travaille aux côtés des sciences sociales pour interpréter le paysage politique. Elle cherche à comprendre comment différents acteurs perçoivent leurs relations aux institutions, ce qui motive leurs demandes et comment ces demandes sont reçues par les structures existantes. En clarifiant le terrain moral sur lequel se déroulent les luttes politiques, l'analyse diagnostique fournit la base pour évaluer si les conceptions existantes du droit remplissent leur fonction de réalisation de la liberté extérieure de manière adéquate ou si elles nécessitent de révision. Dans une deuxième étape, ce que j'appelle l'étape de l'innovation, la philosophie politique, soutenue par l'enquête empirique, se tourne vers les causes des conflits et examine si les théories existantes du droit peuvent les aborder de manière adéquate. Lorsque les interprétations existantes de la fonction et du but des institutions politiques abordent avec succès ces conflits, elles peuvent être préservées et ajustées par une modification interne. Lorsqu'elles échouent, en revanche, on se trouve dans la crise et le besoin d'innovation conceptuelle surgit, incitant à l'articulation de nouvelles théories ou de paradigmes normatifs. Alors là, il y a une analogie entre la découverte morale et la découverte scientifique et le processus de découverte qui réinterprètent les fonctions institutionnelles et fournissent les fondements principiels plus adéquats pour la revendication politique. En ce sens, la théorie politique joue un rôle innovant. En s'appuyant sur l'analyse diagnostique développée dans la première étape, elle essaye de reviser et d'étendre les schémas de justification existants en introduisant des principes qui reflètent plus efficacement les préoccupations et les engagements des classes qui contestent le pouvoir. Alors, le progrès politique, selon ce point de vue, n'est pas une marche linéaire vers un idéal fixe de la façon dont le pouvoir devait être exercé. C'est un processus continu, fallible et historiquement situé par lequel les sociétés affinent la fonction du droit en réponse aux conflits sociaux. Et cette vision du progrès politique nous donne une compréhension plus spécifique du pouvoir dans sa relation au droit. Alors, pour rendre ces points moins abstraits, je vais vous donner un exemple en me concentrant sur l'une des questions les plus contestées aujourd'hui à l'échelle mondiale, c'est-à-dire la relation du capitalisme à l'État démocratique libéral. Et dans les démocraties libérales, le statu quo est contesté par de nombreux groupes politiques différents, de Greta Thunberg à Charlie Kirk, d'Occupy Wall Street au mouvement MAGA. Et parfois, les revendications des groupes qui contestent le statu quo nous semblent similaires. Elles commencent souvent par une critique de la mondialisation. Elles soulignent le pouvoir des élites économiques en mettant l'accent sur la marginalisation des gens ordinaires. Et la question se pose, comment peut-on distinguer les revendications progressistes des revendications régressives dans ce contexte? Et c'est là où le concept de progrès politique est utile. Alors, il me semble que d'un point de vue diagnostique, les analyses les plus convaincantes sont celles qui identifient une tension entre les revendications représentatives des institutions démocratiques territorialement délimitées au sein des États-nations
et la nature transnationale des institutions économiques capitalistes. Cette tension se révèle dans l'écart persistant entre l'égalité formelle promise par la citoyenneté démocratique et les inégalités substantielles générées par la mobilité mondiale du capital. La mobilité mondiale du capital limite la capacité des parlements nationaux à réguler les marchés ou à poursuivre des politiques redistributives. Alors, une critique qui situe la source des déficits démocratiques à ce niveau systémique, plutôt que de les attribuer uniquement aux échecs politiques ou à la corruption politique ou aux limites de leadership ou aux groupes culturellement différents, il me paraît qu'elle met le conflit à son niveau d'analyse approprié. Et ce critère permet également de distinguer entre les réponses progressistes et les réponses régressives à la même crise. Lorsque l'écart entre l'égalité formelle et l'inégalité substantielle est vécu comme une blessure de classe, comme un déni structurel des conditions de réalisation de liberté extérieure, mais qu'il est articulé par le vocabulaire de l'identité culturelle et de l'exclusion nationale plutôt que du pouvoir économique, le résultat est une politique qui intensifie les dynamiques qu'elle prétend de contester. C'est la lecture identitaire des conflits de la mondialisation. Alors, les mouvements régressifs, ils exploitent ce déplacement. Ils mobilisent des véritables griffes concernant la marginalisation tout en les dirigeant loin des structures et de l'analyse de classe qui les produisent et vers les groupes culturels ou ethniques qui peuvent en être symboliquement rendus responsables. Une analyse diagnostique qui peut nommer la source structurelle d'un conflit plutôt que son expression idéologique fait quelque chose qui compte dans la pratique, pas seulement en théorie. Alors, deuxième critère, l'innovation. D'un point de vue innovant, une réponse normative progressiste cherche à conserver les réalisations normatives de la démocratie libérale, les droits individuels, les protections constitutionnelles, les institutions participatives, tout en surmontant son incapacité à soumettre le pouvoir économique au contrôle démocratique. Cela peut impliquer de proposer de nouveaux principes, on va y revenir la semaine prochaine, de démocratie économique, des mécanismes réglementaires transnationaux ou des formes d'autorité politique qui s'étendent au-delà de l'État-nation. Et ce qui se passe, c'est qu'elle préserve ainsi l'engagement libéral entre la liberté tout en abordant la domination structurelle du capitalisme. Troisième point de vue, aussi d'un point de vue heuristique, de telles théories, inspirées par une approche égalitaire globale du droit, permettent d'anticiper et de répondre aux défis émergents qui aggravent la tension capitalisme-démocratie, y compris les crises écologiques, les transformations technologiques du travail et l'interdépendance mondiale intensifiée. Elle nous offre des ressources conceptuelles à l'innovation institutionnelle en réponse à ces nouveaux développements. Elles fournissent un cadre pour repenser la règle démocratique dans les conditions du capitalisme mondial. Alors, à ce stade, il y a une objection évidente. Et l'objection nous dit, nous ne savons pas si une pratique est progressiste à moins de connaître la direction de son mouvement. Et nous ne pouvons savoir si une direction est bonne ou mauvaise que si nous avons accès à un standard indépendant qui nous dit où aller. Pourtant, si on maintient, comme je viens de dire, que le progrès politique se fait en corrigeant les erreurs du passé plutôt qu'en étant capable de prévoir l'avenir, on doit être en mesure de s'appuyer sur les pratiques historiques réelles en considérant qu'elles ont apporté une contribution importante à la poursuite de l'amélioration fonctionnelle des normes. Mais alors, il semble que procéder ainsi, en prenant au sérieux ce que nous apprenons de l'histoire,
pour soutenir ou contester une interprétation particulière de la fonction et du but de certaines institutions soulève une autre difficulté. La survie historique d'une perspective philosophique spécifique est-elle une preuve suffisante de la plausibilité des normes qui la soutiennent? Nous pouvons appeler cette objection l'objection de l'arrogance du présent. Alors, je pense que l'objection de l'arrogance du présent serait valable si nous étions disposés à reconnaître comme valides tous les critères sur les circonstances dans lesquelles les agents soutiennent une interprétation particulière de la fonction et du but des institutions. Mais je pense que nous pouvons être plus stricts sur l'interprétation de ce point. Toutes les normes qui survivent ne sont pas progressistes simplement parce qu'elles survivent. Nous pourrons dire que la fonction du droit n'est affinée que si les générations successives sont disposées à endosser les principes qu'elle invoque, même dans les circonstances qui n'affichent aucune des contraintes, des conditions originelles dans lesquelles la norme a émergé. Et pour expliquer un point, je vous donne un exemple qui est, je pense, également une analyse de classe dans le sens que j'ai développé. L'une des fonctions fondamentales du droit, nous avons dit, est de justifier l'usage du pouvoir en référence à un cadre qui distingue entre le pouvoir compatible avec la liberté et la simple coercition. Alors, la fonction du droit sera servie par différents arrangements sociaux, politiques, basés sur différents principes à différents moments, etc. Alors, supposons maintenant qu'un tel ensemble d'institutions génère des normes de déférence à l'autorité basées sur le rang de naissance. Et grâce au pouvoir et aux moyens coercitifs des classes qui appartiennent au rang supérieur, appelons-les les maîtres, ceux appartenant à un rang inférieur, appelons les serfs, endossent la norme de l'esclavage. Ce que nous avons ici, ce n'est pas seulement une question de fausse croyance, c'est la croyance d'une classe dont la relation aux institutions a été façonnée par la domination de telle manière qu'elle exclut les ressources conceptuelles mêmes qui pourraient leur permettre de la contester. Alors, imaginez que pour une raison quelconque, que ce soit une catastrophe naturelle, une guerre, l'hostilité des voisins, protestation à l'intérieur, conflit entre différents groupes sociaux, la société de serfs est remise en question et il y a une crise. Les gens commencent à remettre en question la façon dont ils ont organisé leur institution sociale de base et proposent des modèles alternatifs. La question est la suivante. Compte tenu de ces alternatives, la prochaine génération de membres de cette société continuerait-elle à endosser des normes de déférence à l'autorité basées sur le rang de naissance? Ou, pour formuler le point différemment, la justification du pouvoir basée sur le rang de naissance continuera-t-elle à être maintenue malgré la disparition des contraintes externes? Soumission à la domination, ignorance épistémique des points de vue alternatifs, incapacité d'agir, sur l'action des générations précédentes de serfs. Alors, si la réponse est non, cela signifie qu'un corps de normes qui a pu à un moment contribuer à l'amélioration fonctionnelle du droit ne remplit plus son rôle historique. Et une façon de penser à ce test est comme une sorte d'équilibre réflexif intergénérationnel. Mais alors, cet argument soulève une autre question importante. Il semble seulement nous donner des reconstructions ex post de processus d'apprentissage que nous semblons avoir maintenant intériorisés, mais il est incapable d'engendrer des aperçus critiques applicables à l'avenir. Comment la réflexion sur l'injustice dans le passé nous aide-t-elle à concevoir des recommandations pour l'avenir? Je vais répondre à cette objection en revenant à l'exemple du capitalisme et de ce qu'en quoi consiste une réponse progressiste au conflit de la mondialisation. Alors, dans la vision que je défends, on commence par prêter attention à la contestation et on essaye de comprendre les revendications faites par des différents acteurs politiques et comment leurs raisons publiques sont connectées à ce que nous avons appris du passé. L'un de ces résultats, c'est que lorsque nous pensons à l'amélioration fonctionnelle du droit, nous excluons de l'attention normative
les propositions des groupes qui endossent des points de vue que nous trouvons aujourd'hui moralement inacceptables. Par exemple, ceux qui plaident pour des principes racistes ou des principes qui prônent l'exclusion ou réduisent la portée de l'inclusion. C'est ce qu'on a appris de l'histoire. Alors, plutôt que considérer tous les conflits politiques comme importants pour étayer la théorie, nous nous concentrons sur le type de politique qui réfléchit sur ce que nous avons appris du passé et exclut les propositions de mouvements régressifs. Et alors, il y a bien sûr toujours une zone grise qui rend difficile la distinction toujours claire entre les pratiques politiques qui favorisent et celles qui entravent une vue particulière de la justification. Mais dans ces cas-là, l'utilisation de la théorie pour faire des jugements plus précis peut aussi nous donner des critères négatifs, c'est-à-dire en nous disant quels acteurs en politique ne remplissent clairement pas les conditions pour soutenir de tels processus d'apprentissage collectif et sont incapables de nous fournir les ressources politiques nécessaires pour innover. Voilà. Alors, mon objectif dans cette conférence a été d'analyser et de défendre une vision du progrès politique qui est à la fois universelle et critique. Universelle parce qu'elle repose sur des formes d'apprentissage moral façonnées par des contraintes normatives partagées par tous les êtres humains, indépendamment du genre, de la race, de l'ethnicité ou de la position sociale. Et critique parce qu'elle nous permet d'exposer et de résister à ces appropriations idéologiques du progrès, particulièrement mises en avant dans le libéralisme du 19e et du 20e siècle, qui ont déformé sa signification et ont toujours aussi trahi sa promesse. Bien sûr, la philosophie politique seule ne peut pas fournir des plans d'action, ni résoudre chaque crise à laquelle nous sommes confrontés, mais elle peut nous aider à réfléchir plus clairement sur les principes en jeu, à distinguer entre les différents types de conflits qui façonnent notre monde politique et à imaginer leur potentiel moral. Le progrès politique ne doit pas être compris comme la marche triomphante vers la fin de l'histoire. C'est plutôt une sorte de processus d'apprentissage fragile, continu, qui dépend de notre capacité collective à affiner la fonction du droit, dans des circonstances toujours plus exigeantes et toujours différentes, et de la capacité organisée de ceux qui supportent les coûts des arrangements existants de les contester. C'est là où la perspective de classe est importante. Cette capacité n'est jamais également distribuée, elle est façonnée par la position de classe, par la relation structurelle de différents groupes sociaux aux conditions dans lesquelles l'agence morale peut être exercée et revendiquée. Et c'est pourquoi une philosophie critique de l'histoire ne peut pas se contenter du contenu normatif des idéaux qui conduisent le changement historique. Elle doit également prêter attention, et c'est là l'héritage marxiste, aux forces sociales dont l'expérience de la domination donne urgence et dont la lutte organisée donne un effet historique. En réclamant le progrès de cette manière, nous réclamons également un langage critique pour affronter les crises de notre temps et pour imaginer des avenirs politiques qui ne soient pas simplement différents, mais aussi, espérons-le, meilleurs. Merci.